L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, surtout dans nos outils pédagogiques. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment sous le capot? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger au cœur du moteur, les réseaux de neurones. L'objectif, c'est simple, avoir les clés pour comprendre, oui, mais surtout pour évaluer de manière critique ces technologies qui sont en train de tout changer dans le monde de l'éducation. Alors, pour comprendre d'où vient cette idée folle des réseaux de neurones, il faut regarder à l'intérieur de notre propre crâne, le cerveau humain. Pensez-y, 100 milliards de neurones. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? C'est cette complexité, cette machine incroyable qui a servi d'inspiration aux pionniers de l'IA. Et donc, face à cette merveille de la nature, une question s'est vite posée. Est-ce qu'on pourrait s'en inspirer? Est-ce qu'on pourrait bâtir des modèles, bien sûr beaucoup plus simples, mais qui seraient quand même utiles pour résoudre des problèmes? En gros, créer une sorte de version allégée, une version mathématique de ce processus. La réponse, bien sûr, c'est un grand oui, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, première partie, le cerveau artificiel. C'est une expression qu'on entend tout le temps. Mais est-ce que c'est vraiment un cerveau? C'est une analogie forte, c'est sûr, hein? Voyons un peu jusqu'où elle tient la route. Et là, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Un réseau de neurones, ce n'est pas une copie du cerveau. Pas du tout. C'est un modèle mathématique qui est inspiré de sa structure. Le but, ce n'est pas de recréer la conscience, ni même la biologie. Non. L'idée, c'est d'utiliser ce concept de petits éléments connectés entre eux pour traiter de l'information d'une façon complètement nouvelle et très très puissante. Ok, maintenant qu'on a la grande image, on va zoomer sur la brique élémentaire, le composant de base de tout cet édifice, le fameux neurone artificiel. Concrètement, c'est quoi? Alors, la définition la plus simple, c'est ça. C'est une unité mathématique. Imaginez une toute petite calculatrice. Elle reçoit plusieurs chiffres en entrée. À chaque chiffre, elle va donner une sorte de note d'importance, c'est ça les fameux poids. Ensuite, elle fait la somme de tout ça, et à la fin, elle donne un seul résultat en sortie. C'est tout. C'est vraiment l'idée de base d'un neurone artificiel. Voilà comment ça se passe, étape par étape. D'abord, il reçoit des infos, des signaux. Ensuite, il leur applique ses fameux poids pour dire « toi, t'es plus important que toi ». Troisième étape, il fait la somme de tout ça. Et enfin, en fonction du total, il prend une décision. C'est une décision toute simple, du genre oui ou non, 1 ou 0, mais c'est ce tout petit mécanisme répété des milliers, voire des millions de fois qui donne toute sa puissance au système. Et là, on touche au cœur du sujet. Un seul neurone, c'est juste une brique, c'est pas très utile tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe quand on commence à en connecter des milliers, des millions? On les organise en couches, les uns après les autres. Et là, tout change. La sortie d'une couche de neurones devient l'entrée de la couche suivante, et on obtient une structure capable de comprendre des choses incroyablement complexes. Bon, d'accord, on a notre mur de briques, c'est bien joli, mais comment ce truc apprend à faire quoi que ce soit d'utile? Comment il apprend par exemple à reconnaître un chat sur une photo? C'est là qu'intervient la magie, entre guillemets, de l'apprentissage. En fait, l'apprentissage, c'est un immense processus de réglage. Imaginez que chaque connexion, chaque poids est un petit bouton, un potentiomètre. Le réseau va regarder des milliers et des milliers d'exemples et à chaque fois, il va tourner un tout petit peu ces millions de boutons, jusqu'à ce que globalement, la réponse en sortie soit la bonne. C'est un processus de tâtonnement, mais à très grande échelle et super rapide. Et pour apprendre, il y a principalement deux grandes écoles. La plus connue, c'est l'apprentissage supervisé. C'est simple. On donne au réseau des exemples avec les bonnes réponses. On lui montre une photo de chat et on lui dit « ça, c'est un chat ». Il va se tromper au début et on le corrige. Encore et encore. C'est un peu comme apprendre avec un prof qui a le corrigé. Et puis, il y a l'apprentissage non supervisé. Là, c'est différent. On lui donne une montagne de données, mais sans aucune étiquette, sans aucune réponse. Et on lui dit « débrouille-toi, trouve des groupes, trouve des structures logiques ». Le réseau va alors créer des catégories tout seul. C'est de l'auto-organisation pure. Allez, assez de théorie, passons au concret. Dans la vraie vie, ça sert à quoi tout ça? Où est-ce qu'on trouve ces réseaux de neurones? Eh bien, la réponse, c'est un peu partout. Et la liste est impressionnante. Ça va du guidage des véhicules autonomes à la lecture automatique des chèques ou des adresses sur une enveloppe. Ça passe par le diagnostic médical, la prévision sur les marchés financiers, la synthèse vocale qu'on entend tous les jours, ou même l'exploration pétrolière. Derrière quasiment toutes ces avancées un peu spectaculaires, il y a, vous l'aurez deviné, des réseaux de neurones. Mais en réalité, si on simplifie, toutes ces applications si différentes reposent sur trois grandes familles de tâches. D'abord, la classification. C'est la question, est-ce que c'est A ou B? Chat ou chien, email spam ou pas spam. Ensuite, l'association. Là, l'idée, c'est de trouver des liens cachés dans les données. Et enfin, l'approximation, c'est-à-dire prédire une valeur. Quel sera le cours de la bourse demain, par exemple? Et on en arrive maintenant à la question qui nous intéresse particulièrement ici. Tout ça, c'est bien beau, mais et pour l'éducation alors? Quel est le lien? Comment ces connaissances peuvent-elles être utiles pour un enseignant, pour un concepteur pédagogique?
C'est vraiment la question centrale. Comprendre ces concepts, même de loin, ça change tout. Face à un nouvel outil pédagogique qui se vante d'utiliser de l'IA, ça permet de ne plus être un simple utilisateur, mais de devenir un évaluateur. Ça donne le pouvoir de poser les bonnes questions. Alors, quels sont les points critiques à avoir en tête quand on analyse un de ces outils? D'abord, il faut comprendre les limites du modèle lui-même. Un modèle simple ne peut pas tout faire. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, les données d'entraînement. Un réseau est le reflet direct des données qu'on lui a données à manger. Si les données sont biaisées, le réseau sera biaisé. C'est aussi simple que ça. Troisième point de vigilance, le surapprentissage. C'est le par cœur de l'IA. Le modèle devient excellent sur ses exemples d'entraînement, mais il est incapable de généraliser à de nouvelles situations, à un nouvel étudiant par exemple. Et enfin, un point plus technique mais essentiel, la normalisation. La façon dont les données sont préparées avant même de nourrir le réseau peut changer complètement ses performances. Pour conclure, face à ce qu'on appelle souvent la boîte noire de l'IA, on a maintenant quelques clés pour l'ouvrir un peu. La prochaine fois qu'on présente un outil pédagogique révolutionnaire basé sur l'IA, la première question à se poser n'est peut-être pas « qu'est-ce qu'il fait ?», mais plutôt « sur quelles données a-t-il appris ?» Rien que le fait de poser cette question, c'est déjà faire un pas immense de la consommation passive vers une analyse vraiment critique et éclairée. Merci.